Salam alaikum, bienvenue chers élèves dans cette nouvelle séance de SVT qui va être consacrée aux élèves de la première année sciences maths. On va faire un résumé de la première unité qui est la géodynamique externe. Donc soyez vigilants, soyez attentifs, on va commencer la première partie. Donc la première unité, les phénomènes géologiques externes. Comme vous avez vu dans le collège, vous avez étudié le phénomène de la sédimentation. Donc on va voir dans cette unité deux chapitres principaux. Donc le premier chapitre, c'est la réalisation de la carte paléogéographique d'une région donnée. On va étudier tout d'abord les sédiments. Il y a plusieurs études des sédiments. On va commencer par les figures sédimentaires, une étude granulométrique, une étude morphoscopique et enfin une étude morphologique. Ensuite, on va passer aux conditions de sédimentation dans les milieux actuels et les conditions de sédimentation dans un milieu ancien. Comme exemple, on va voir la mer des phosphates. Donc, premièrement, les roches sédimentaires. Elles font partie des roches qui sont les plus abondantes dans la surface de la Terre. Elles sont utilisées dans plusieurs domaines, à savoir l'industrie minière. Les minéraux, ce sont des roches sédimentaires, l'or, le fer, le cuivre, etc. Il y a aussi une utilisation des roches sédimentaires dans l'industrie pharmaceutique, par notamment l'utilisation de l'acide phosphorique, par exemple, qui entre dans la formation de certains médicaments. Dans l'énergie aussi, donc le secteur énergétique utilise des roches sédimentaires, à savoir l'énergie fossile, ça veut dire le pétrole, ses dérivés et le charbon. Aussi l'agriculture utilise certaines roches sédimentaires, comme par exemple le phosphate. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est la recherche scientifique. Grâce aux roches sédimentaires, on peut reconstituer l'histoire géologique d'une région donnée et élaborer ce qu'on appelle une échelle stratigraphique. Donc, comme vous avez vu en collège, une roche sédimentaire passe par plusieurs étapes. La première étape, c'est l'altération des roches antérieures, altération chimique ou bien mécanique. C'est une fragmentation de la roche-mère qui produit des débris ou bien des fragments de roche, donc ils s'arrachent de la roche-mère, on parle d'érosion. Ensuite, ces sédiments vont être transportés, c'est le transport, la troisième étape, pour gagner un bassin de sédimentation. Donc dans le bassin de sédimentation, ces sédiments vont se précipiter pour former plusieurs couches ou bien strates sédimentaires. La cinquième et la dernière étape, c'est la diagenèse. Dans cette étape, on va avoir la formation de roches consolidées. Donc, une roche va avoir plusieurs indices. Donc, une roche sédimentaire contient plusieurs indices pour les étapes de sa formation. Donc, on va voir comment on va utiliser ces roches sédimentaires pour extraire les indices qui renseignent le spécialiste sur l'origine de cette roche et ses conditions de formation. Donc, il est possible de reconstituer pour une région donnée, grâce aux roches sédimentaires, une histoire géologique. La question qui se pose, c'est comment peut-on décrypter le contenu des couches sédimentaires, ça veut dire comment on peut décoder le contenu des roches sédimentaires pour reconstituer les paysages géologiques anciens et qui se sont succédés dans une région donnée. Donc, un paysage géologique, par exemple ici, c'est le plateau du phosphate marocain. Donc, renseigne les spécialistes sur des conditions qui ont déjà passé. On parle ici de paléogéographie. On peut, bien sûr, à partir de plusieurs études sédimentologiques, de déterminer les étapes de formation de cette roche ou bien de ce plateau de phosphate. Donc, pour reconstituer un terrain sédimentaire, on suppose que les phénomènes géologiques anciens soient analogues à ceux qui passent actuellement. Donc, c'est ce qu'on appelle le principe des causes actuelles ou bien l'actualisme. Donc, parmi les études qu'on va voir dans ce résumé, on va commencer par l'étude morphologique, c'est la forme. Étude morphoscopique, c'est l'étude de la forme par le microscope ou bien par la loupe.
Une étude statistique, on va voir une étude granulométrique et une étude des structures ou bien des figures sédimentaires. Donc, commençons par la dernière étude qui est l'étude des structures sédimentaires. Figure ou bien forme sédimentaire, ça veut dire quoi? Donc c'est tout simplement des traces laissées sur une roche. Ce sont des formes géométriques qui restent gravées sur la surface ou à l'intérieur des roches sédimentaires. Elles permettent d'identifier le milieu de sédimentation, le facteur de transport, les conditions de sédimentation, les limites de couche et même les conditions climatiques dominantes dans une période ancienne de sédimentation. Parmi les figures sédimentaires, on commence par les rides. Donc les rides, vous voyez dans cette photographie, des rides de sable sur une plage actuelle. Les rides, ce sont des formes d'oscillation ou bien d'ondulation qui restent sur un sédiment détritique, un sédiment meuble, comme par exemple le sable. On peut comparer ces rides avec des rides fossilisées. Donc la deuxième figure représente des rides de sable fossilisées et date de plusieurs millions d'années. On voit la ressemblance entre les deux figures. Une ride donne des indices et des informations sur le facteur de transport. Par exemple, ici on a deux figures, A et B. La première figure représente un type de ride. Donc on voit ici que les rides, ils ont une forme géométrique asymétrique. Donc, une forme asymétrique, ça signifie que le courant est unidirectionnel. Donc, on parle ici de rides de courant. On peut trouver ces rides, par exemple, dans les fleuves et dans les rivières. Pour la deuxième figure, donc, les rides ils ont une forme symétrique. Donc, ce qui signifie que le courant a deux directions antagonistes. Donc, ici, on a un courant bidirectionnel. On parle de rides d'oscillation, sont symétriques et témoignent d'un courant bidirectionnel. Exemple, on le trouve par exemple dans les plages, dans le domaine marin où il y a des vagues et des houles. Passons maintenant à une autre figure. Le document suivant représente les fentes de dessiccation. Fentes de dessiccation, ce sont ces formes géométriques, ce sont des polygones formés dans un sédiment détritique fin, comme l'argile par exemple, à cause d'une forte évaporation. Donc on connaît que l'argile absorbe de l'eau. Donc après une forte évaporation, on va avoir une dessiccation de ce sédiment pour former les fentes de dessiccation. Si on la compare toujours avec une roche sédimentaire qui date de 180 millions d'années, on voit qu'ils se ressemblent par la forme de ces fentes de dessiccation. Donc, à partir de cette figure sédimentaire, on peut dire que ce grès a été formé dans un climat qui est chaud où il y a une forte évaporation. Passons maintenant à une troisième figure sédimentaire. On voit ici des couches sédimentaires avec plusieurs lits. On parle ici d'une stratification oblique. On peut la voir soit au niveau d'une couche sédimentaire ou bien au niveau d'une roche sédimentaire. Stratification oblique, ça veut dire qu'il y a des lignes ou bien des lits qui sont entrecroisés et obliques. La même chose ici dans la roche. C'est dû à quoi? C'est dû à une variation des conditions hydrauliques, bien sûr. Quatrième figure sédimentaire, ce sont des traces d'activité des êtres vivants. Vous avez ici 4 figures qui représentent ces traces. La première figure, c'est une trace actuelle des pattes, donc c'est une empreinte des pattes d'un oiseau. Si je compare cette figure avec la deuxième figure, on a ici un grès qui est formé il y a plusieurs millions d'années. Donc on voit la même chose, il y a une empreinte des pattes qui date de plusieurs millions d'années, ce sont des pattes de dinosaures. La figure 3 représente une trace d'une feuille d'arbre, c'est un fougère qui reste gravé sur la roche. La même chose ici, numéro 4, c'est ce qu'on appelle les excréments fossiles, ou bien des cocrophytes, qui restent ou bien à la surface d'une roche sédimentaire. Donc, toutes ces traces peuvent donner des indices sur le milieu de sédimentation et aussi l'orientation de la couche sédimentaire.
La dernière figure, on va parler maintenant des dunes désertiques. Vous connaissez les dunes, ce sont des formations de sable dues à un courant éolien dû au vent. Ces dunes, donc, on peut trouver plusieurs types qui diffèrent de la forme et qui diffèrent selon la direction et le sens du vent. Donc à partir des dunes, on peut bien sûr déterminer le sens du vent. Après les figures sédimentaires, la deuxième étude, ça va être une étude granulométrique. Grain, ça veut dire on va étudier les grains. Métrique, ça veut dire on va mesurer le diamètre des grains. Donc cette étude est consacrée à l'étude des sédiments détritiques. C'est quoi un sédiment détritique? Donc c'est un ensemble constitué de particules ou débris de roches de différentes tailles qui résulte de l'altération des roches antérieures. C'est une altération mécanique. Donc, roches antérieures, ça peut être des roches sédimentaires, magmatiques ou bien métamorphiques. Donc, pour étudier un sédiment détritique, on va les classer selon le diamètre. Donc, on peut avoir des blocs, par exemple, qui ont un diamètre supérieur à 256 mm. Il y a des galets, il y a des graviers, sable, et ainsi de suite, jusqu'aux argiles. Donc, on a ici une diminution de la taille des particules. Parmi les sédiments détritiques, les plus utilisés dans l'étude granulométrique, on va trouver le sable. Donc, le sable est l'élément détritique le plus utilisé à cause de sa dureté. Donc, il est formé d'un élément très dur qui est le quartz. Donc, il résiste au phénomène d'érosion et de transport. Pour l'étude granulométrique, donc, on va pratiquer le tamisage. Donc, on va utiliser plusieurs tamis. Chaque tamis contient des yeux ou bien des ouvertures, on parle ici de mailles, à différentes tailles. Donc, on a plusieurs tamis de différents calibres. On va les poser d'une manière superposée, mais on va mettre le tamis qui a le diamètre le plus élevé en haut et le diamètre le plus bas, ça va être en bas. Ça veut dire qu'on va faire une décroissance du calibre du haut vers le bas. On va mettre notre échantillon de sable dans le premier tamis. On va agiter les tamis superposés pour qu'on réalise le tamisage. Donc, chaque tamis va retenir une partie de ces sables. On parle ici de refus. Et il va laisser passer un certain nombre de particules. On parle ici de tamisage. Donc, il y a le refus qui reste retenu dans le tamis et il y a le tamisage qui passe par les yeux. Donc, comme ça, on peut bien sûr calculer le pourcentage pondéral et le pourcentage cumulatif dans les différents tamis. Par exemple, on a ici un tableau qui représente l'ouverture des mailles. L'ouverture, c'est en millimètres. Donc, toujours, c'est rétrograde, c'est décroissant. Donc, la classe granulométrique, ça veut dire c'est la classe des grains. Pour un tamis qui a une ouverture de 2 mm, les particules qui restent, ça veut dire le refus, ça va être de diamètre supérieur à 2 mm. Ainsi de suite, pour 1 mm de calibre, la classe, ça va être entre 1 et 2 mm, et ainsi de suite. Donc, on va peser chaque tamis, chaque refus, et on va convertir ce poids en pourcentage pour avoir des pourcentages de refus. Ensuite, on va calculer le pourcentage refus cumulé. Ça veut dire, on va avoir le premier pourcentage, donc c'est le premier tamis, numéro 2, ici. Pour le deuxième tamis, on va faire le cumul. Le cumul, ça veut dire, on va faire la somme du tamis lui-même avec les tamis précédents. Donc, le tamis précédent, ça va être le premier. La même chose pour le troisième, donc ça va être le cumul de 3 tamis et ainsi de suite. Pour le dernier tamis, donc le pourcentage cumulé, ça va être le pourcentage de tous les tamis, ça veut dire c'est 100%. Bien sûr, on va transformer ces statistiques sous forme d'un graphique. Donc, on va commencer par ce qu'on appelle l'histogramme de fréquence. Pour l'histogramme de fréquence, on va mettre dans l'axe des ordonnées le pourcentage pondéral. Donc, on va utiliser une échelle arithmétique normale. Pour l'axe des abscisses, on va mettre le diamètre des éléments, mais on va utiliser
une échelle logarithmique mais rétrograde, décroissante. D'accord? Donc, pour chaque classe, on va mettre le pourcentage pondéral sous forme d'un histogramme, donc sous forme de rectangle. Et comme ça, on obtient ce qu'on appelle l'histogramme de fréquence. Ensuite, on peut lier la médiane de chaque rectangle pour former le polygone de fréquence. On peut aussi déterminer la courbe de fréquence. D'accord? Donc, comment on va analyser ou bien exploiter la courbe de fréquence? Si notre courbe de fréquence est unimodale, ça veut dire qu'il y a un seul pic. Notre sédiment est homogène. Si la courbe de fréquence est plurimodale, ça veut dire qu'on a plusieurs modes, plusieurs pics. On parle ici d'un sédiment qui est hétérogène. Passons maintenant à polygone cumulatif. Donc, pour le polygone cumulatif, on va commencer d'abord par notre histogramme de fréquence. Comment on va transformer cet histogramme de fréquence en histogramme ou bien polygone cumulatif? On va faire l'accumul toujours. Donc, pour le premier tamis, c'est le même pourcentage cumulé et pondéral. Pour le deuxième, on va faire le cumul des deux tamis. La même chose pour la troisième, ça va être le cumul et ainsi de suite pour tracer ce qu'on appelle l'histogramme cumulatif. À la fin, le dernier tamis va avoir un pourcentage cumulé de 100%. Ensuite, on va lier les diagonales de chaque rectangle pour former un polygone cumulatif ou bien une courbe cumulative. Pourquoi on trace le polygone cumulatif? C'est tout simplement pour déterminer le degré de classement de ce sable. Donc, on détermine d'abord les quartiles. Il y en a deux quartiles à déterminer. Q1, donc c'est une valeur, c'est un diamètre des grains qui correspond à 75% de la masse cumulée. Donc, on doit chercher 75% de la masse cumulée. On va faire la projection pour déterminer le diamètre des grains Q1. Il y a un autre quartile qui est Q3, c'est le diamètre des grains qui correspond maintenant à 25% de la masse cumulée. De la même manière, on va faire la projection sur le polygone cumulatif et on détermine Q3. Donc Q1 et Q3, ce sont des valeurs en millimètres puisque c'est le diamètre des grains. Ensuite, on va calculer un indice qui s'appelle l'indice de Trask, c'est un indice de classement S0. S0 donc se calcule selon la formule suivante, c'est la racine carrée de Q3 sur Q1. Selon la valeur de cet indice, on peut déterminer le degré de classement. Puisqu'on a ici un indice de Trask qui est inférieur à 1,23, donc le sable ou bien le sédiment est très bien classé. Si l'indice de Trask augmente, donc supérieur par exemple à 2, on va avoir une absence de classement. À partir de la courbe cumulative, on peut aussi comparer cette courbe avec ce qu'on appelle des courbes cumulatives de référence. Ce sont des courbes réalisées par des spécialistes dans plusieurs domaines. Par exemple, ici on a plusieurs courbes. La courbe A représente la courbe cumulative des graviers fluviatiles. Pour B, c'est un gravier de plage et ainsi de suite. Donc on peut comparer notre courbe obtenue par ces courbes de référence pour déterminer le milieu de sédimentation et la nature de sédiment. Passons maintenant à une autre étude, c'est l'étude morphoscopique. Étude morphoscopique, ça veut dire qu'on va étudier la forme des sédiments détritiques par le microscope ou bien la loupe binoculaire. Donc ici, on va choisir le sable toujours pour cette étude morphoscopique. Vous voyez dans cette image qu'il y a plusieurs formes, plusieurs couleurs et plusieurs aspects des grains de sable. Donc, à partir de cette étude, on peut déterminer plusieurs types. Le premier type, ce sont des grains de sable non usés, NU. NU, ce sont des grains qui ont une forme angulaire. Il y a des angles ici. Il y a des arêtes tranchantes, comme vous le voyez ici. Ce sont des extrémités un peu aiguës. Il n'y a aucune trace de polissage ou bien d'arrondissement.
ils ont un aspect peut-être mat ou bien luisant, ça veut dire éclat. Donc, ces grains caractérisent un transport de faible distance, ça veut dire que ce sont des grains mieux formés. On les trouve dans les dépôts glaciaires, par exemple, ou bien dans les domaines fluviatiles, par exemple, l'amont de fleuves. Deuxième type de grains de sable, ce sont des grains émoussés luisants, EL. Ce sont des grains avec un certain éclat, on parle ici de transparence et luisant. Ils sont arrondis, ils ont un aspect très poli et brillant. Ces grains émoussés luisants caractérisent de longs transports en milieu aquatique. Donc, on peut les trouver par exemple dans les rivières, dans les fleuves, dans les avals des rivières et dans la plage. Troisième type, des grains de sable, ce sont des grains ronds mat. Vous voyez ici la forme, elle est un peu ronde, donc ils ont une forme arrondie, ils ont un aspect mat, donc ils ne sont pas brillants, ils ressemblent à du verre dépoli, ils caractérisent un transport éolien, on peut les trouver par exemple dans les dunes désertiques. D'accord. Maintenant, si on a un échantillon de sable, on peut déterminer la nature de ce sable à partir du calcul des pourcentages des grains de sable. On a ici un exemple avec les trois types de grains de sable, avec une abondance des éléments ES, ça veut dire émoussé luisant, un peu de RM, rond mat, et peu de non usé. À partir de ces pourcentages, on peut dire que ce sable provient d'un aval, par exemple, des fleuves, ça veut dire bon transport avec l'eau ou bien les plages. Un autre exemple, donc ici vous avez une majorité des grains sont non usés avec peu de RM et petit peu de EL, ça veut dire que ce grain de sable vient d'un amont par exemple de fleuve ou bien ce sont des grains néoformés. Après l'étude morphoscopique, on passe à l'étude morphologique. Donc morphologique, on va étudier la forme sans microscope. Comme exemple, on va prendre les galets. Donc les galets, ce sont des sédiments détritiques qu'on peut les observer à l'œil nu sans loupe et sans microscope. On va commencer par le premier type de galet, qui est un galet fluviatile. Il se caractérise par une forme circulaire, elle est bien arrondie, elle est aplatie avec une surface très lisse à cause de l'eau bien sûr, elle est polie et rarement striée, il n'y a pas de stries dans les galets. Deuxième type de galet, c'est le galet côtier. Un galet côtier se caractérise par une forme plus ou moins sphérique. Il y a des traces de choc, il y a des pores qui sont dus aux vagues. Il y a des chocs entre les galets à cause de la force des vagues et aussi de la salinité des eaux marines. Troisième type, c'est le galet éolien. Un galet éolien, il est transporté par le vent, donc il a une forme anguleuse, il est anguleux avec plusieurs facettes, il y a des faces avec des contours émoussés. Et dernièrement, un galet glacier, il a une forme très émoussée avec des stries, donc on voit ici plusieurs lignes, ce sont des stries qui sont dues au frottement et au glissement lors de l'avalanche ou bien de l'éboulement. نكمل كده مازال شويه نكمل Passons maintenant aux conditions de sédimentation dans les milieux actuels. Donc, dans les milieux actuels, on va étudier trois types de milieux, un milieu continental, un milieu marin et un milieu intermédiaire entre les deux. Comme milieu continental, on va voir les fleuves ou bien les cours d'eau. Donc on a ici un cours d'eau avec une sédimentation différente tout le long du cours d'eau. Donc si on passe de l'amont vers l'aval, on voit que la pente change et ainsi la vitesse du courant change. Donc dans l'amont, on va trouver des sédiments qui sont grossiers, comme par exemple les blocs, les graviers. Au milieu du fleuve, le courant va diminuer de vitesse, donc on va avoir des éléments
plus petits, comme par exemple les galets, on va trouver le sable aussi. Et dans l'aval du courant, où la pente est presque faible, presque zéro, donc on va avoir un courant faible avec sédimentation des éléments les plus fins, par exemple les boues calcaires, les boues d'argile et les boues de limon. Donc ici on parle d'un granoclassement horizontal des sédiments tout au long du cours d'eau. Il y a un autre classement des sédiments, maintenant vertical. Donc, si on parle de classification verticale des sédiments, on va prendre une coupe transversale au niveau d'un cours d'eau. On a ici deux figures qui représentent deux types de classification verticale. Pour A, la première figure, ça représente les terrasses emboîtées, donc les sédiments au niveau de la rivière ou bien du fleuve, ça s'appelle les terrasses. On a ici trois terrasses, T1, T2 et T3. On peut bien sûr déterminer les terrasses les plus anciennes et les plus récentes. Donc pour T3, c'est la couche qui s'est formée dans un premier temps, puis il y a formation de T2 et T3. C'est-à-dire que les couches les plus anciennes se trouvent en bas et les plus récentes se trouvent en haut. Donc pourquoi? Parce que ici la vitesse du courant est faible et la sédimentation est dominante par rapport à l'érosion. Pour la deuxième figure, c'est inversé. On parle ici de terrasse étagée. Vous avez trois étages toujours, T1, T2 et T3. Donc ici, pour comprendre la formation de ces trois terrasses, en premier lieu, il y avait formation de la troisième terrasse, T3. Ensuite, c'est T2 et T1 en dernier lieu. C'est-à-dire que les couches les plus anciennes, c'est T3, se trouvent en haut et la couche la plus récente, T1, se trouve en bas. Pourquoi? Parce qu'il y a une forte vitesse du courant et l'érosion est plus dominante que la sédimentation bien le dépôt. La vitesse du courant aussi peut varier si le cours d'eau traverse des méandres. On voit ici une photographie qui représente un méandre. Donc, la sédimentation au niveau d'un méandre change selon les rives. Par exemple, on va prendre ici un méandre avec les deux rives, une rive concave avec une pente raide et une rive convexe avec une pente faible ou bien douce. Donc, si je prends le point ici rouge, c'est la zone de vitesse maximale du courant. On voit que ce point est vers la rive concave. Ça veut dire que dans la rive concave, la vitesse est maximale du courant. Une vitesse maximale, ça va favoriser l'érosion, bien sûr. Dans l'autre rive, qui est la rive convexe, on va avoir la sédimentation. Donc, la rive concave, la vitesse du courant s'accélère, ce qui favorise l'érosion. Par contre, dans la rive convexe, la vitesse du courant diminue, ce qui favorise la sédimentation. Passons maintenant à un diagramme qui représente les trois devenirs des grains transportés par un cours d'eau. C'est le diagramme de Hjulström. Donc ce diagramme a trois champs, champ de sédimentation ou bien de dépôt, un champ bleu de transport et en vert c'est l'érosion. D'accord? Donc à partir de ce diagramme, donc c'est un diagramme qui a été établi dans le laboratoire. Donc on a déterminé la vitesse du courant qui correspond à différents diamètres des grains et on va déterminer bien sûr le devenir de chaque grain. Comment exploiter ce diagramme? Par exemple, on peut déterminer la vitesse d'érosion d'une particule avec un diamètre défini. Donc on a ici un diamètre par exemple de 0,1 mm, le voilà. On peut déterminer la vitesse d'érosion. Tout simplement, on va faire la projection sur la première courbe de sédimentation, bien sûr. Enfin, ça c'est le dépôt. Donc le dépôt se fait à 0,9 cm par seconde. Pour l'érosion, on doit avoir bien sûr une vitesse plus élevée. Donc on va faire la même chose, une projection sur la deuxième courbe pour déterminer la vitesse minimale d'érosion qui va être 50 cm par seconde. Ensuite, on va voir un milieu intermédiaire. Comme exemple d'un milieu intermédiaire entre la mer et le continent, on va voir la lagune. Cette photographie, ça représente la lagune de l'Oualidia.
Donc lagune, c'est quoi? Ce sont des étendues d'eau qui sont peu profondes et qui sont à côté du littoral, séparées par la mer, par une barrière, c'est ça la barrière ou bien le récif, et l'eau salée va être piégée temporairement dans la lagune. Bien sûr, la communication avec la mer se fait par plusieurs chenaux ou bien des cordons. On va étudier maintenant la sédimentation au niveau de la lagune. Donc ici, vous avez la lagune séparée par la mer, par une barrière. Donc, on voit ici que l'évaporation est très élevée au niveau de la lagune, à cause bien sûr d'une faible alimentation par l'eau de la mer, et les sels qui existent dans l'eau ici salée, donc il va augmenter de concentration. L'augmentation de concentration, on va arriver à un point de saturation et les sels vont précipiter au fond pour former ce qu'on appelle les évaporites. Évaporites, donc c'est un nom qui vient de l'évaporation. Donc les sédiments de lagune sont essentiellement dus à une importante évaporation qui rend les eaux des lagunes plus salées que les eaux marines. On parle ici d'évaporites. Comme exemple d'évaporites, il y a le gypse, il y a le sel, le halite, il y a le calcite ou bien le calcaire et il y a le sylvite. On peut avoir d'autres milieux intermédiaires, par exemple les embouchures des fleuves. Ici, vous avez la rivière du Nil en Égypte, et ça, c'est l'embouchure de cette fleuve. Donc, on a l'embouchure d'un courant d'eau dont la mer représente aussi un domaine intermédiaire. Donc, ici, on va avoir deux types d'influences. Des influences continentales, donc ce sont les influences fluviatiles, et des influences de la mer, ce sont des influences marines. Donc, ici, on voit que la forme de l'embouchure, c'est comme un triangle, c'est comme un delta. Donc, on parle ici d'un delta du Nil. Quand on a un delta, ça veut dire que les influences du fleuve sont dominantes par rapport aux influences marines. Il y a une autre embouchure, ici par exemple en France, on a une rivière avec les influences marines sont plus dominantes. Dans ce cas, on ne parle pas de delta, on parle d'estuaire. Donc l'estuaire, c'est un embouchure où les influences marines sont dominantes par rapport aux influences fluviatiques. Passons au milieu marin. Donc quand on dit milieu marin, ce sont plusieurs. Il n'y a pas un seul milieu marin, mais il y en a plusieurs. Donc si je prends la topographie des fonds océaniques, donc on va commencer ici du continent, du littoral, jusqu'au fond océanique. Donc chaque partie représente un milieu de sédimentation différent. On peut subdiviser ces milieux en deux parties. Une zone néritique. Néritique, ça veut dire qu'il y a des espèces qui vivent ici, à côté du fond, ou bien attachées au fond. Il y a une autre zone ici, c'est la zone pélagique. Elle est plus profonde, où les espèces vivent en suspension, ou bien en plongeant dans l'eau. Donc, ce sont des espèces pélagiques. La zone néritique est composée de deux parties. Le littoral, qui est le plus proche du continent, et un plateau continental. Donc, la profondeur des eaux ne dépasse pas 200 mètres. Pour la zone pélagique, il est formé de trois parties, trois zones. Le talus continental avec une pente très élevée, donc arrive jusqu'à moins 2000 mètres de profondeur. La zone abyssale, on parle ici de plaine abyssale, donc la pente est un peu faible. Et enfin, les grands fonds océaniques. Donc, la sédimentation dans ces milieux dépend de plusieurs facteurs. Les facteurs qui influencent la sédimentation dans le domaine marin sont, premièrement, les apports détritiques, ça veut dire les éléments détritiques terrigènes qui viennent du continent. Il y a l'activité des êtres vivants, il y a la profondeur des eaux, le climat, notamment la température, et la salinité. Commençons par les apports détritiques. Donc, les sédiments détritiques viennent toujours du continent, donc ils sont issus d'une fragmentation d'une roche, et le transport jusqu'au domaine marin. Donc les sédiments détritiques sont distribués de la côte vers le plateau et les sédiments bien sûr les plus fins vont être transportés jusqu'au domaine océanique dans la plaine abyssale et les grands fonds océaniques. On parle ici d'un granoclassement horizontal. Pour l'activité des êtres vivants, donc la zone néritique et la zone pélagique est caractérisée par
une activité importante des êtres vivants, comme les mollusques, les poissons, etc. Donc, vous pouvez aussi connaître les coraux, qui sont des espèces animales qui vivent dans des conditions très précises de température, de profondeur et d'oxygène. Ils vont construire, bien sûr, après leur mort, un squelette formé de calcaire. Donc, on parle ici de sédiments carbonatés ou bien calcaires. Donc, ces coraux, ce sont des espèces qui fixent le calcium pour former une squelette. Après leur mort, elles vont former ce qu'on appelle un récif corallien. Donc, le récif corallien que vous voyez ici, ce sont des sédiments calcaires dus à une activité biologique importante. On parle ici d'organismes constructeurs.